bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Quel est le rôle exact d'un infirmier ressource en don d'organes et de tissus? Pour nous en parler, je reçois un infirmier qui possède ce titre, et pas seulement le titre, mais aussi la profession. Alors, mesdames et messieurs, Damos, Monsieur Normand Lemieux. Monsieur Lemieux, bonsoir. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation-là parce que on ne peut pas jamais le dire assez souvent comment c'est important le don d'organes et de tissus. Je sais qu'on en a parlé il y a quelques années passées. Vous êtes venu nous rencontrer sur ça. Puis on vous a réinvité cette année pour resensibiliser les gens au don d'organes et de tissus. Quelle est votre profession exacte? Oui, on est infirmier. Infirmier de profession. Moi, j'ai un bac en soins infirmiers. OK. Alors, notre job, c'est de sensibiliser les gens à toutes sortes de points de vue de santé, donc des problèmes de maladies qui se produisent. OK. Et présentement, je travaille sur le dossier du don d'organes. Donc, c'est des dossiers qu'on peut toucher dans notre profession. Là. Est-ce que les gens sont de plus en plus sensibilisés au don d'organes et de tissus? C'est que si on se reporte à il y a peut-être juste une dizaine d'années passées versus aujourd'hui, est-ce que les gens sont plus sensibilisés? Est-ce que les gens signent plus leurs cartes? Est-ce que vous vous apercevez d'un changement? Il y a une espèce de changement qui s'en vient. On sent que les gens sont plus propices à faire l'acceptation du don d'organes parce qu'on en parle de plus en plus. Donc, depuis qu'on est en poste, nous, on est là depuis 2003, les infirmières ressources en don d'organes, qu'on sensibilise la population. Puis on veut absolument que les gens pensent au don d'organes quand il arrive un événement qui fait en sorte que ta vie est en danger et que la personne, probablement que ses jours sont comptés ou ses heures, et là, on fait la demande. Donc, c'est pour ça qu'on dit aux gens, le plus important du don d'organes, c'est de signer votre carte, c'est sûr. Mais pas juste signer la carte, il faut en parler. Il faut en parler. Il faut le dire à notre famille, à nos proches, de dire s'il m'arrive de quoi, mais moi, je suis prêt. Et voilà. Puis où ça échappe le plus, c'est ça, c'est que les gens n'en parlent pas entre la famille. Alors, quand vient le temps de faire la demande, les gens ne sont pas au courant de ce que la personne voulait. Et c'est là que ça reste comme une espèce de sentiment de est-ce que je fais bien, je fais bien, ce qu'il voulait, ce qu'il voulait pas. Et c'est ça qu'il faut aider à la famille de comprendre, de vous enlever ce fardeau-là sur le dos. Si jamais on vous fait la demande dans les hôpitaux pour un don d'organes, en sachant que la personne le voulait, les gens disent, on a bien fait, oui, c'est ça qu'il voulait, et puis on va respecter sa demande à lui. Est-ce que c'est un sujet encore tabou en 2009, Monsieur Lemieux? J'entends par ça... est-ce que les gens en parlent plus? Parce que c'est tellement important. Parce que je le sais que des fois, on peut dire, non, moi, je parle pas de ça. On en parlera plus tard, mais on ne sait pas quand ça peut arriver. Est-ce que c'est un sujet tabou encore aujourd'hui? C'est tabou encore parce que quand je rencontre des gens, moi, quand on fait des kiosques de formation, les gens disent, moi, je suis trop vieux. Je suis rendu à 60 ans, je suis trop vieux. Ça, par exemple, c'est un fait, mais il n'y a pas d'âge. Il n'y a aucun âge maintenant pour le don d'organes. Ça dépend de l'état de santé de la personne, comment elle est au moment où l'accident arrive. Souvent, les parents vont me dire, moi, mes enfants... ils peuvent pas signer, mais moi, je peux signer pour eux autres? Oui, mais la décision revient toujours à un membre de la famille à prendre la décision. Donc, c'est toujours un petit peu plus chaotique. Les jeunes, à partir de 14 ans, peuvent signer eux-mêmes leur carte de don d'organes, mais en autant, comme on dit, avisez votre famille que si jamais ça arrive là, que vous êtes, oui, vous voulez faire ça, ou vous voulez pas du tout. Donc, c'est important qu'ils sachent. Une personne décède. Sa carte de don d'organes n'est pas signée. Est-ce que, à part que la famille, est-ce que, comme par exemple vous, ou peu importe qui, là, peut prendre la décision puis de prélever un organe, ou s'il faut absolument que la famille signe, ou que c'est sûr que si la personne qui est décédée a sa carte puis elle est signée, OK, ça, là, il y a beaucoup moins de problèmes à ce moment-là. Sauf que vous avez besoin d'un rein, puis le monsieur qui vient de décéder a 2 reins en parfaite santé. Peut-on dire, on va le chercher pareil, ça n'a pas d'allure? On ne peut pas avec la loi. La loi aujourd'hui nous oblige à faire une demande à la famille. Et c'est un choix de fin de vie. Ou bien on arrête toutes les manœuvres et on ne fait plus rien, ou on tente de récupérer au moins les organes chez le patient.
Donc, la décision revient toujours à la famille et on ne peut pas rien faire si la famille ne nous autorise pas. Il y a des papiers à signer, il y a des formulaires. Et pour devenir un donneur d'organes, ben, vous ne devez pas être mort non plus chez vous, décédé ni dans un accident d'automobile. Parce que le don d'organes, un organe, il doit être vivant jusqu'au prélèvement du don d'organes. Ah, ça, là, c'est important. Là, alors là, il faut que les gens soient dans un hôpital. Souvent, ils sont sur respirateur dans un lit d'urgence ou de soins intensifs. Et c'est à ce moment-là que nous, on fait le diagnostic d'un décès neurologique. Donc, c'est une mort du cerveau. C'est une mort du cerveau. Donc, une personne qui n'est pas décédée de son cerveau n'est pas mort, n'est pas un donneur d'organes. Donc, ce qui complique souvent les choses est que souvent, les gens vont dire, ben, mon frère est mort d'un accident d'auto, ils ne nous ont jamais demandé la don d'organes. Mais c'est ça, s'il est décédé dans l'auto ou sur les lieux d'accident, il n'y a pas de don d'organes possible. Le don d'organes possible, c'est dans une unité de soins intensifs ou dans une urgence d'un hôpital que ça peut se faire. Parce que le cœur doit battre jusqu'à la fin du prélèvement du don d'organes. Donc, ça, là, c'est important ce que vous dites là, M. Lemieux. Là. Ben oui, puis notre tâche, nous, comme infirmiers ressources, dans les urgences, dans les soins intensifs, avec les infirmiers, infirmières et surtout nos médecins, c'est d'identifier ces donneurs-là possibles et de faire en sorte que tous les gens qui sont en mort cérébrale ou éventuellement en mort cérébrale parce que l'accident a fait en sorte que les gens le cerveau est mort, bien que la demande puisse être faite à tous ces gens-là. Et c'est seulement que 1% de toutes ces personnes-là dans les urgences ou les soins intensifs avec un injure neurologique qui peuvent donner un donneur d'organes. Fait que c'est pas beaucoup. Mon Dieu, non, c'est pas beaucoup. Alors, faut pas échapper ces personnes-là. C'est ça, exactement, parce que moi, je ne pensais pas. Moi, là, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça. Et le pourquoi que vous êtes ici ce matin pour en parler, c'est pour éclairer tout le monde, là, tout simplement, et puis inciter les gens à signer leur carte. On va en reparler encore tantôt. Mais une chose qui est excessivement importante que vous venez de dire, c'est qu'il faut que la personne qui se fait faire un prélèvement, peu importe lequel, il faut qu'elle soit vivante. Mais il faut que son cœur batte toujours. Il faut que son cœur batte. C'est ça qui est difficile à comprendre parce que les gens, on leur dit quand le cerveau est mort, le cerveau mort égale la mort. Donc, il y a un cerveau qui ne donne pas la commande de respirer à quelqu'un. Alors là, si la machine est arrêtée, bien, il n'y aura plus de respiration possible et le cœur va arrêter dans les prochaines minutes. Alors nous, dans les hôpitaux, c'est pour ça qu'on les garde en soins intensifs avec des machines jusqu'au moment de se rendre en salle d'opération et de procéder au prélèvement. Donc, c'est ça que tout ce temps-là qu'on passe à évaluer ce patient-là, bien, ça prend quelqu'un pour s'occuper de la famille. Ah, OK. Et c'est là votre rôle. C'est ça. C'est là que votre rôle rentre voilà. Et mon rôle, c'est d'accompagner ces familles-là du début à la fin du processus pour qu'ils comprennent vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils savent qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils ont décidé avec leur personne chère qui est dans le lit? Là, ils savent qu'il y aura un deuil à vivre. Alors moi, je les accompagne tout le long du processus, du début à la fin. Et là, c'est là qu'il est important pour eux autres de sentir qu'il y a quelqu'un, ou en tout cas une personne au niveau des hôpitaux, qui prennent en charge cette famille-là qui vit un moment de deuil subi. C'est donc dire, M. Lemieux, que vous avez un rôle, entre parenthèses, assez ingrat, merci, parce que c'est le rôle, là, parce que si on se met à la place de la famille, comme vous venez de dire, que la personne, l'être cher est là, puis elle est vivante encore, cette personne-là. Mais là, c'est de dire à ces personnes-là, s'il vous plaît, aidez-nous, on peut prélever. Mais je suis certain qu'à 90% peut-être que les gens peuvent vous répondre. Il a assez souffert, laissez-les tranquilles, puis c'est pas le temps d'aller commencer à le coupailler partout, là. Laissez-les mourir en paix. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Bien, ce qu'on fait, nous, c'est que ce qui est important de faire surtout, c'est quand on approche les familles, on n'approche pas les familles en parlant du don d'organes, la première question qu'on leur demande. Okay. On leur explique que l'état de santé va pas bien, qu'on va évaluer l'état de santé et dans les prochaines heures, on va vous donner. Puis les gens vont sentir au fur et à mesure que le temps va passer qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Quelque chose qui va pas bien. Et là, ils vont poser des questions. Puis là, on va leur répondre. Mais regardez, on a fait tel examen. Là, on sait qu'il y a quelque chose. Il y a un saignement au niveau de sa tête qui fait qu'il n'y a pas de possibilité d'opération. C'est souvent des gens... Ça se dégrade. Ça se dégrade toujours et il n'y a pas vraiment de chance que ça y aille sur le bon côté. Et là, ils s'aperçoivent que ça va pas bien du tout. Et là, on leur demande de faire un examen, l'examen du diagnostic de décès neurologique. Alors, on dit à la famille, il nous reste un test ultime à faire, c'est d'arrêter la machine qui l'aide à respirer. Okay.
Et quand cette machine-là va arrêter pendant 10-15 minutes, puis que la personne ne respirera pas d'elle-même, bien pour nous, ça veut dire que son cerveau est mort. Et c'est là qu'on explique à la famille qu'un cerveau mort égale la mort. Alors, ils disent, OK, on va vérifier ça. Après que tout ça est fait, puis qu'on n'a pas eu de réponse, le patient n'a pas pu respirer, nous, on va repartir notre machine. Et après ça, on rencontre les familles, puis on leur dit, bien, le dernier diagnostic fait en sorte que le cerveau est mort. Cérébralement, c'est Et là, mort. il reste 2 choix à faire pour la famille. C'est soit un don d'organes parce qu'il est éligible au don d'organes, ou bien on arrête les manœuvres et on laisse aller la personne en soins palliatifs. Là, ça va durer 20 minutes, une demi-heure et ça va être terminé. Alors, on laisse le temps à la famille de penser à ça. Réfléchissez, vous avez encore du temps, on vous laisse encore un bout de temps pour décider. Et là, la famille se rencontre, puis on reste là avec eux autres pour les accompagner s'ils ont des questions. Puis après ça, on les laisse tout seuls. Et après ça, on retourne voir comment ça va, y a-t-il d'autres questions? Et c'est là souvent qu'ils vont nous dire, bien, je pense qu'on est prêt, puis si vous êtes d'accord, oui, on pourrait procéder. Après ça, bien, moi, je dis, OK, vous êtes d'accord, je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce qui se passe. Alors, je leur donne tous les détails, qu'est-ce qui va se passer. Et après ça, je leur dis, est-ce que vous êtes toujours d'accord? Parce que c'est long, hein, ça n'arrive pas comme ça en 20 minutes, c'est terminé. C'est des heures. Et puis souvent, on doit transférer le patient dans un centre de prélèvement, dans un hôpital de Montréal. Donc, c'est encore des délais. Oui? OK. Parce qu'idéalement, si on veut réussir à prélever le plus d'organes possible, nous, on demande à la famille, est-ce que vous êtes d'accord à ce qu'on puisse envoyer le corps à Montréal pour l'instant dans un centre de prélèvement, près des centres de transplantation? Et si la famille accepte, on leur dit, si vous nous donnez 24, 36 heures ou même 48 heures maximum, le corps revient ici en région après et il pourra être exposé, il pourrait être à la tombe ouverte. Il n'y a rien d'apparent quand on fait un don d'organes. Donc, souvent les gens, je dis, ça va vous donner le temps de préparer toutes les choses et puis on va bien s'occuper de votre personne le temps qu'il ne sera pas là. Alors, souvent, c'est comme ça qu'on procède pour la demande. C'est tout un rôle, Monsieur Lemieux, là, parce que là je vous écoute et puis il y a plusieurs interventions que vous devez faire. Vous devez laisser aussi le temps à la famille de discuter. Puis on discute là d'une personne là qu'on va prélever des organes, mais à un être cher. C'est pas facile. Je vous dirais qu'il y a des familles qui m'ont déjà répondu que le plus gros cadeau qu'ils ont jamais donné à quelqu'un qu'ils ne connaîtront pas, c'est de bien faire le don d'organes d'une personne chère. Mais de l'autre côté, on sauve des vies, on redonne la chance à des gens malades, des gens en attente de greffe depuis plusieurs mois, même des années, de recevoir un don ultime, de leur sauver la vie. C'est un cœur, un poumon, des reins. C'est donc dire, M. Lemieux, que supposons que cette personne-là, là, que l'on parle, là, cérébralement, elle est décédée, elle est à l'hôpital à Amos, disons. Okay? Vous devez, ou c'est plus que probable, si la famille accepte, vous devez la transférer à Montréal. Oui. Alors là, elle est cliniquement morte, mais que son cœur doit toujours battre. Donc, elle est sur les machines. C'est là que le jet ambulance, je présume, entre en fonction. Effectivement, oui. Combien de temps que vous avez là, entre le moment où la famille accepte, puis qu'est-ce qui fait que vous devez l'envoyer à Montréal? Est-ce qu'il y a trop de prélèvements à faire ou c'est quoi? Est-ce que vous pouvez le faire à Amos? On pourrait le faire chez nous. C'est sûr que nous, ce qu'on va faire, c'est que si les familles refuseraient, on transférerait notre patient. Ils disent non, moi, je veux pas qu'il s'en aille à l'extérieur, je veux qu'on reste à côté. Moi, je communique avec Québec Transplant, qui est l'organisme gouvernemental qui s'occupe des dons. Il y a le coordonnateur qui est sur place 24 heures sur 24, qui, lui, va appeler les équipes de transplantation et va leur dire on aurait un donneur potentiel, on aurait un donneur d'organes en Abitibi. Donc, l'équipe se déplace et viennent en région pour venir faire les prélèvements directement dans l'hôpital. Et en région, peu importe où on serait, il faut se rendre à Amos parce que Amos, c'est le centre de prélèvement pour l'Abitibi-Témiscamingue. Et c'est dans notre salle d'opération où on est équipé avec les appareils. Ça veut dire que si une personne décède comme ça à la SAR, à l'hôpital, elle se doit, par exemple, d'être transférée à Amos. Effectivement. Si les familles refusent qu'on aille à Montréal, bien, on pourrait l'emmener au moins à Amos. Et puis, on fait les prélèvements à Amos. Il y a quelques statistiques aussi là, que vous avez sorties. Combien qui se fait de prélèvements, peut-être, par année, là, ici, en région, ou je ne sais pas... Bien, en région, on a eu 3 références cette année. En 2008, je parle toujours. On est en 2000. Il faut parler de 2008 parce que c'est les statistiques qui viennent de terminer. Moi, j'ai eu 3 références dans les hôpitaux de la région. Sur les 3 références, il y a une personne qui est devenue donneur et elle a donné 5 organes.
5 organes. Donc, elle a sauvé la vie de 5 personnes. Et, Donc, il ne faut pas compter le nombre de donneurs comme le nombre de dons qu'on fait avec un seul donneur, parce qu'au maximum, on peut faire 8 dons d'organes pour une seule personne. Qui seraient lesquels? Vous avez le cœur, oui. le poumon, vous avez les 2 reins, le foie, le pancréas, et vous avez les yeux, vous avez la peau, vous avez d'autres organes aussi qui s'appellent le don de tissu. Moi, c'est ça, les dons, parce qu'on parle toujours de dons d'organes. On parle, bon, ben, je me suis fait greffer un rein, etc., bon, un foie neuf. Mais quand on parle de tissu... On parle de tissu, c'est parce qu'on le voit, c'est beaucoup moins vu. Excusez. Mais on a souvent les yeux. Quand les gens ont été brûlés par des produits chimiques dans les yeux, on peut faire une greffe de cornée. Okay. Donc, on prélève les yeux. La peau, c'est les gens qui ont eu nos grands brûlés qui se retrouvent dans les hôpitaux de Montréal, dans les grands centres de brûlés. La guérison va être plus rapide avec une greffe de peau. Donc, on peut prélever de la peau et on transporte, on greffe la peau greffée pour les gens, pour les greffes. C'est donc dit, le temps passe très vite, M. Lemieux. Il reste à peine 2 minutes. Signature de carte, c'est même pas important, c'est primordial. C'est primordial. Il faut que les gens savent qu'il existe. Et quand vous recevez votre renouvellement de carte d'assurance maladie, à l'intérieur, vous avez un petit pamphlet comme ça. Et vous avez à l'intérieur un petit autocollant. Et on vous demande de signer l'autocollant et de le mettre à l'arrière de votre carte d'assurance maladie. Et maintenant, à l'intérieur du petit collant, vous avez une place qui est marquée « Est-ce que j'ai avisé ma famille, oui ou non? » Et vous cochez oui ou non si vous avez avisé votre famille. Donc, pour nous, ça nous aide. Fait qu'on rend tout ça le plus facile possible. Le plus possible, oui, effectivement. Puis, il faut que les gens en parlent, simplement. Un coup, parler une fois, ça va bien. Puis vous, votre rôle dans tout ça, là, on en a parlé, mais ce que vous avez à faire avec les familles, c'est à la grandeur de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui, le pas, c'est pour l'Abitibi-Témiscamingue au complet. Donc, si j'ai un donneur, si l'hôpital de la Sarre a un donneur, bien, je me déplace dans les centres hospitaliers où il y aura un donneur potentiel pour que cette famille-là soit suivie. Vous avez un rôle ingrat, mais combien important? On reçoit tellement d'éloges des familles après coup parce qu'ils disent on a rarement quelqu'un pour nous supporter dans ce domaine-là. Et c'est le support qu'on veut faire à ces familles-là. Votre rôle est primordial, M. Lemieux, puis on vous en félicitera jamais assez parce que on sait que très souvent, ça peut être grâce à vous si un prélèvement est fait de la manière que vous fonctionnez avec les familles. Oui, puis on accompagne les équipes aussi des soins intensifs qui sont très importantes. Et c'est excessivement important. Puis il y a aussi de s'inscrire au registre national des dons d'organes chez le notaire que l'on peut faire ça. Exactement. Ça, c'est nouveau de quelques années passées. Depuis 2 ans, les notaires, lors de votre testament, ils font la demande, est-ce que vous accepteriez d'être un don d'organes si vous vous décédiez? Et là, les gens acceptent à ce moment-là sur un registre. Monsieur Lemieux, merci infiniment. Puis aux gens, bien signez, s'il vous plaît, votre carte de don d'organes. Puis félicitations à vous pour le merveilleux travail que vous faites, Monsieur Lemieux. Merci de l'invitation. Ça me fait toujours plaisir. Courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient. Restez avec nous. Déjà la 5e édition du Relais pour la vie en Abitibi-Ouest. C'est à la grandeur de la région, mais ici, on va parler surtout de Abitibi-Ouest. Alors, pour nous en parler, je reçois les 2 coprésidentes, soit Mme Sylvie Larouche, pharmacienne, et Mme Sylvie Wattel, médecin. Mesdames, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là parce que c'est tellement important. Relais pour la vie, 5e édition. Moi, si je vous demandais... Qu'est-ce que ça représente pour, chez nous, l'Abitibi-Ouest, Relais pour la vie? Je pense que pour l'Abitibi-Ouest, comme partout ailleurs, je pense oui, OK. Partout où on fait des relais, en fin de compte, c'est une activité surtout de rassemblement. OK. On se rassemble, les amis, les collègues de travail, la famille, dans un même lieu pour célébrer vraiment la victoire ou le débat de Oui, mais c'est bien dit. Quand vous parlez, puis je suis content d'avoir un médecin aussi avec nous parce que vous en avez vu, vous allez en voir encore des personnes atteintes de ce fameux cancer que tout le monde a peur et avec raison aussi parce que ça emporte beaucoup de décès annuellement. C'est important parce que regarde, on dit qu'on souligne très souvent une victoire avec le Relais pour la vie. On a réussi à combattre ce fameux fléau. Puis, c'est pas facile pour les personnes, parce que les personnes qui sont en rémission, qui sont là, mais on a toujours un petit peu... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on a toujours peur de retomber dans ce fameux cancer-là? C'est sûr que les survivants de cancer, ils pensent toujours.
Mais je pense que le relais est là aussi pour célébrer leur victoire, leur combat. C'est leur victoire à eux autres. Puis il faut toujours se rappeler que le taux de survie quand même du cancer augmente avec les années puis l'avancée de la recherche. Voilà, ça c'est excessivement important. La recherche, alors on ramasse des sous, c'est pour ça, c'est pour promouvoir cette recherche-là. Elle est toujours au fond de cette fameuse maladie et ça augmente le taux de rémission augmente annuellement? Oui, oui, tout à fait. Oui. Dans la plupart des cancers. Moi, je dis toujours que c'est un beau geste d'humilité pour les participants. Moi, j'y vais à chaque année, vraiment des choses. Puis je vois des visages là que les deux bras me tombent. Puis moi, ce qui m'arrache le cœur, puis les larmes, c'est qu'il y a des petits-enfants qui sont dans ça, puis qui portent le fameux chandail des personnes en rémission. On en vient avec des frissons qu'on se dit, mais ça se peut pas qu'un enfant de cet âge-là ait cette fameuse maladie. Parce qu'on pense tout le temps que ça s'attaque à des personnes du 3e âge ou du 2e âge, si on veut, là, 40, 50 ans et plus, mais ce n'est pas ça. Non, je pense que le cancer n'a pas de visage en particulier, n'a pas d'âge. Et il y avait une année où on avait présenté vraiment de la plus petite enfant qui combattait, aller jusqu'à la personne la plus âgée. Et ça commençait quelque chose comme 3-4 ans, aller jusqu'à 99 ans. Il me semble qu'un enfant de 3-4 ans n'a pas le droit d'avoir le cancer. Elle n'a pas vécu encore, cet enfant-là. Mais je vais en revenir au geste d'humilité. Ces personnes-là, la plupart du temps, ont suivi des tests, des traitements, de radio, de chimio. Puis là, on se promène devant des personnes, puis on est heureux, mais on est humble de faire ça. Il y a des personnes qui ne veulent pas y aller. Puis il faut respecter, oui, exactement. Puis les personnes qui sont là, moi, là, je les regarde, puis je me dis tout le temps, mais quel geste d'humilité vous faites. Oui, mais c'est une belle occasion aussi de discuter parce qu'il y en a ceux qui acceptent d'être là, je pense qu'ils ont dépassé une certaine étape. Oui, ils acceptent de dire, écoutez, ça touche tout le monde, ça me touche moi, qu'on ait des gens vraiment qui vont leur parler, qui vont dire, mais mon Dieu, puis moi aussi j'étais très surprise l'année où j'ai eu une équipe. J'ai rencontré des voisins, des amis qui avaient les cancers. Ça. Mon mari a combattu un cancer. Mon mari a un gilet jaune. Donc, vous savez exactement qu'est-ce que vous parlez, vous. Okay. Et ça a été la surprise générale aussi. Fait que les gens viennent te parler puis dire « Oh, mon Dieu! » Oui, c'est parce que, justement, il y a 2 ans, je n'aimerais aucun nom, sauf que c'est une bonne amie à nous autres, et puis qui reste très près de chez nous. Puis tout d'un coup, j'ai dit « Aïe, aïe! » On le savait pas, là. Et puis on l'a vu, là. Elle était là, puis elle venait de finir ses traitements, en plus de ça, puis on a resté tout. Alors, on voit des visages qui sont là que jamais on ne penserait, parce que les gens sont humbles, les gens... Est-ce que vous êtes d'accord que les gens ne veulent pas le dire? Moi, je m'adresse surtout à vous, là, comme médecin, que les gens ne veulent pas dire qu'ils ont eu du cancer ou qu'ils ont le cancer au moment où on se parle. Oui, ça arrive souvent. En fait, au début de leur maladie, souvent, ils ont aussi peut-être un peu peur qu'on les considère un peu tarés ou trop malades. On a pitié d'eux. Ça, c'est vrai. Mais les survivants, eux, sont plutôt, comme je dirais, un message d'espoir pour les autres personnes. Voilà. D'une part, on ne devinerait pas qu'ils sont des survivants de cancer parce qu'ils ont l'air en pleine santé. Ah oui, absolument. Exactement. Et puis, c'est un vrai message d'espoir pour tout le monde. Bon Dieu, le temps file, on va aller directement au but de cette émission-là. Il y a le relais pour la vie. Si on parlait de la date du relais pour la vie. C'est le vendredi 12 juin cette année. OK. C'est à quel endroit? C'est toujours à la même place. Hein? C'est toujours à la même place, oui, c'est ça. C'est en avant de la Polino. De la Polino. Oui, okay. Oui, c'est ça, l'endroit où normalement les autobus scolaires vont ramasser les étudiants. Exactement. Les objectifs. On va parler d'objectifs monétaires et on va parler aussi d'objectifs d'équipe. Oui. Objectif monétaire de 150 000 $. C'est comme l'an dernier.
chose. Bien OK. qu'on fasse face à une récession. Oui, exactement. On ne baisse pas les bras devant le Non, combat puis contre les le gens cancer. sont généreux aussi. Les gens sont très surtout généreux en pour des épicerie, causes oui. comme ça. Oui. Oui, Et le tout à nombre fait. d'équipes, on veut aller à quoi comme équipe? Écoutez, on vise 200. 200, OK, 200, OK. L'année passée, on avait eu 43. Évidemment, on vise un petit peu plus cette C'est année, toujours entre si on 40 et peut, 50, évidemment. tout simplement. Oui, Puis, exactement, exactement. qu'est-ce que, pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut faire si une personne décide, moi, je me fais une équipe, on vous rencontre, on fait quoi? Donc, on peut rentrer en contact, oui, avec moi ou Sylvie, mais OK. il va y avoir vraiment une responsable d'équipe qui se trouve à être, j'ai eu la confirmation ce matin même, OK. ça va être les sœurs Bégin qui sont dans l'assurance OK. Bégin. Mhm, OK. C'est eux autres qui vont être les responsables d'équipe cette année. OK. Très, très contente, très heureuse d'avoir cette bonne nouvelle. Donc, c'est ça, on peut communiquer avec eux directement aux assurances. Mhm. Et ensuite, on peut, comme je vous dis, communiquer avec soit moi, soit Sylvie, ou encore directement à Rouen, au service du relais pour la vie. On peut même s'inscrire par Internet. OK, ça c'est nouveau, je pense, par Internet. Les fameux luminaires où on en vend énormément. Alors, les personnes qui voudraient acheter un luminaire, on fait quoi? OK. Il va y avoir 3 points de service principaux. Il va y avoir la pharmacie Sylvie Larouche, la mienne, la pharmacie Larouche, Brunet. OK. Il va y avoir à l'entrepôt des Chênes. OK. Et il va y avoir au supermarché IGA Boyer. Ça va être les 3 points de service. Il y a toujours via les chefs d'équipe qui vont être formés. Il y a aussi ceux qui sont dans les comités, Exactement. dans différents comités, OK. là, en fin de compte, oui. Il reste à peine 1 minute. Il faut parler aussi des bénévoles, parce que sans les bénévoles, on ne pourrait jamais faire une telle organisation. C'est important. Les gens peuvent participer de différentes façons. Oui. C'est certain que il y a les commandites directes, il y a les commandites par prêt de matériel et tout ça, ou bien dons de différentes choses dont on a besoin. Il y a les gens qui vont participer à l'animation et tout ça. Et il y a aussi les bénévoles de toute l'organisation qui peuvent participer de A à Z, là, à l'installation, le ramassage, l'aide aux gens. Il y en a énormément. Oui, le besoin est très grand. Donc, Mme Larouche, on répète la date? C'est le vendredi 12 juin. 12 juin, en avant de l'Institut étudiante Paulino à la salle. Ça. Alors, mesdames, vous formez une très belle équipe. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission-là. Et surtout, bon succès. Puis les gens, bien, soyez généreux, soyez présents surtout pour cette fameuse marche qui dure toute la nuit. Alors, merci beaucoup, encore une fois. Bon succès à vous deux. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir et bonne semaine.